Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons des lycéens et lycéennes du lycée Jean Jaurès, Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Âgés entre 15 et 16 ans, ils sont ici pour vous parler de leurs projets et de leur engagement contre les violences sexuelles subies en République démocratique du Congo. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc bonjour, moi je m'appelle Meiska, j'ai 15 ans et je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Temi Olabissi, j'ai 16 ans et je suis en classe de seconde. Bonjour, je m'appelle Clara Meurice, j'ai 15 ans et je suis en classe de seconde. Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai également 16 ans et je suis aussi en classe de seconde. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre projet, s'il vous plaît? Alors notre projet vise à informer et surtout à sensibiliser le grand public et les décideurs politiques de la situation en République démocratique du Congo et plus particulièrement sur les viols qui s'y passent pendant le génocide. En moyenne, 1152 femmes par jour sont victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo. Il est considéré comme le deuxième pays le moins sûr pour être une femme. On peut également voir que les chiffres du viol dit en temps de paix sont extrêmement élevés. En France, par exemple, une femme sur deux déclare avoir déjà subi une ou des violences sexuelles. 66% des femmes interrogées déclarent avoir été mal prises en charge lors d'un dépôt de plainte pour violences sexuelles, sans oublier que 206 viols ont lieu par jour en France et que moins de 1% de ces crimes sont condamnés. On peut donc se demander pourquoi ces crimes sont-ils commis. C'est pourquoi aujourd'hui nous rejoignons notre invitée, Madame Céline Bardet. Madame Céline Bardet est juriste internationale et aussi fondatrice de l'ONG We're Not Weapons of War. Elle est aussi spécialiste en crimes de guerre. Merci beaucoup Madame Bardet d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous nous définir ce qu'est un crime de guerre, s'il vous plaît? Alors ma définition du viol de guerre, en tout cas la définition du viol de guerre, moi je dis tout le temps que c'est une arme à déflagration multiple et c'est le crime parfait. Alors une arme à déflagration multiple, pourquoi? Parce que c'est un outil qui est utilisé dans le cadre de conflits ou de crises et qui est utilisé comme n'importe quelle autre arme. On utilise le viol comme... Le viol en fait devient une kalachnikov, un mortier, une grenade. Pourquoi déflagration multiple? Parce que lorsqu'on viole une personne, il faut rappeler que ce sont des viols aussi commis avec extrême violence, parfois avec des objets. Quand on viole une personne, on sait pertinemment que non seulement on détruit cette personne psychologiquement et parfois physiquement, mais qu'on va avoir un impact sur la famille de cette personne, sa communauté, etc. Donc c'est là où c'est un crime absolument extrêmement efficace. Et puis... c'est une arme qui est utilisée avec des objectifs en fait. On l'utilise comme élément de nettoyage ethnique, c'est ce qu'on a fait en Bosnie où on a violé les femmes musulmanes pour leur donner du sang serbe. C'est un élément qui aide entre guillemets à commettre des génocides. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu plus récemment en Birmanie avec les Rohingyas. C'est un outil qui est un outil employé par les terroristes. Ils l'ont très bien compris, ils ont très bien compris l'intérêt du viol de guerre. Daesh, ils l'ont développé à travers l'esclavage sexuel pour anéantir le peuple yézidi et donc les humilier et donc créer cette espèce de stigmatisation et de honte à jamais en fait sur cette population. Boko Haram aussi le fait. Voilà, c'est une arme qui a à chaque fois des objectifs. En République démocratique du Congo, ce sont des objectifs souvent économiques pour faire déplacer les populations, détruire la femme qui a un rôle extrêmement important dans la société congolaise. À chaque fois, il y a une mécanique, il y a un objectif et c'est pour ça que c'est une arme. Quelles sont les différences entre finalement le viol en temps de paix et le viol en temps de guerre? La différence entre le viol en temps de conflit, en fait, les violences sexuelles dans les conflits et les violences sexuelles en temps de paix, déjà j'ai envie de dire c'est le contexte. C'est-à-dire que les violences sexuelles, on parle de violences sexuelles dans les conflits à partir du moment où on est dans un contexte de crise. Alors on parle de conflit, c'est-à-dire une guerre, mais ça peut être aussi des crises, par exemple des crises électorales qui tournent à de la violence. Je parle souvent aussi des routes de la migration, ce sont aussi des espaces de contexte qui amènent des violences sexuelles systématiques. Et la différence, c'est celle-ci, c'est que simplement le viol devient un outil dans la guerre. Il n'est souvent pas isolé, il est systématique, il a ses objectifs très précis.
Et il faut faire attention à différencier. Il y a le viol comme arme de guerre qui est justement cette mécanique qui a un objectif très précis, comme je disais tout à l'heure, donc de nettoyage ethnique, de terreur avec les mouvements terroristes, etc. Donc qui est pensé, qui parfois est développé. Les mouvements terroristes, Daesh, ils ont créé des guides et des manuels comment violer. Et les violences sexuelles dans les conflits qui peuvent être des violences sexuelles qui arrivent de manière plus ou moins isolée, mais du fait de l'insécurité justement qui fait qu'on n'a plus de barrière sociétale. Donc l'un et l'autre, dans le cadre d'un conflit, ils peuvent être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Qui peut-on considérer comme fautif ? Alors, qui sont les fautifs en RDC ? C'est une question qui est un petit peu compliquée et je pense qu'il n'y a pas de fautifs en fait. Et c'est toute la question, je crois, déjà du développement et des programmes parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de programmes et puis ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et la première le premier des obstacles en République démocratique du Congo, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que c'est un pays qui en réalité n'a pas de gouvernance. Ça s'améliore un tout petit peu depuis quelques années, mais on est encore très très loin de ça. Il n'y a pas d'institution judiciaire à peu près viable, il y a beaucoup de corruption. Et puis il y a un conflit qui a eu lieu, qui a commencé en 1996 et qui n'a jamais été ou très peu jugé. Il n'y a pas eu de processus de justice transitionnelle, donc il y a un vrai travail à faire de documentation, qui est en partie fait, mais de reconnaissance de ces crimes et de voir sur quelle base cette société peut reprendre. C'est un pays qui a énormément de richesses, comme vous le savez, donc évidemment l'exploitation de ces richesses, elle est faite souvent par des entreprises internationales, occidentales, et c'est justement à cause de ça que souvent le viol est utilisé pour des raisons économiques, parce qu'on va vouloir terroriser les populations et permettre de continuer à exploiter les richesses tranquillement. Donc il faut qu'il y ait un vrai changement d'approche et il faut qu'il y ait un processus de justice pour enfin qualifier ce qui s'est passé de manière claire, quels sont les crimes qui ont été commis depuis 25 ans en RDC, qui en sont les responsables, et puis faire un travail de réparation vis-à-vis des victimes, et puis vraiment avoir un système viable qui permette à ce pays de se développer de manière pérenne avec des institutions qui sont redevables auprès des citoyens. C'est ça la seule solution. Merci beaucoup Madame Bardet pour votre intervention. Comme l'a dit Céline, d'autres pays utilisent aussi ce crime comme arme de guerre, comme en Sierra Leone ou en Bosnie. Actuellement, il se passe un génocide qui dure depuis plus de 20 ans maintenant, afin d'exploiter pleinement les ressources minières du pays, notamment le coltan. Une ressource indispensable à la fabrication des smartphones pour conserver les données. Avec l'expansion des technologies, les compagnies comme Apple, Sony et Samsung convoitent beaucoup les ressources situées au nord du Kivu. Donc, nous sommes tous concernés de près ou de loin par la situation congolaise. Pour cela, les milices congolaises reçoivent des ordres de leurs supérieurs et font fuir les populations résidentes de ces terres. Et pour cela, ils utilisent le viol de guerre. L'État est-il au courant de ces crimes commis par la milice ? Oui, hélas, les peines ne sont pas lourdes et l'État est corrompu. De plus, ces crimes laissent derrière eux des femmes et familles détruites et traumatisées. Le docteur Denis Mukwege répare les femmes de l'intérieur et de l'extérieur. Il les sauve et les aide à se rétablir des violences qu'elles ont subies. Son engagement contre les violences sexuelles en RDC lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2018. Grâce à ses exploits, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Une fois, à une conférence, une jeune femme lui a demandé combien de femmes à peu près avait-il réparé. Et sa réponse était qu'une seule était déjà trop. Merci beaucoup. Témi, quelques mots pour conclure ? Oui, pour conclure, nous espérons atteindre les grands décideurs politiques afin de trouver une solution pour sauver ces femmes victimes, pour qu'elles s'en sortent en tant que survivantes. Donc, signez des pétitions, participez aux cagnottes, mais ne restez pas sans agir face à ça. Merci. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur notre plateau. C'est un plaisir et une joie de vous recevoir aujourd'hui. Vous retrouverez des liens de pétition et de cagnottes auxquels vous pouvez participer dans la description, ainsi que des associations en lien avec le sujet. À très bientôt.